Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de la Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Marion Arlot. Marion est éducatrice comportementaliste canin et s'est spécialisée notamment dans la méditation avec le chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens et sa découverte de la méditation suite à un burn-out. Enfin, Marion nous parle de son nouveau programme de pleine conscience en ligne pour découvrir son chien avec un autre œil et améliorer votre relation avec lui. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marion. Salut Marion. Salut Claire. Tu vas bien ? Oui, je te remercie, toi aussi ? Oui, ça va, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur la niche, surtout qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse trop. Donc je suis trop contente d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Je te propose qu'on commence par les présentations. Qui es-tu Marion ? Alors, donc je suis Marion, j'ai 40 ans, j'habite donc dans l'ouest de la France, dans les Deux-Sèvres, et donc je suis installée comme éducatrice et comportementaliste canin depuis un peu plus d'1 an et demi, voilà. Donc j'ai eu un parcours divers avant, plutôt donc dans le marketing, dans des structures assez importantes, dans des grosses entreprises, voilà. Et donc je suis accompagnée par un super mari et 2 petites filles, donc qui ont bientôt 7 ans et bientôt 9 ans, et bien sûr toute ma meute de poilus, chiens et autres animaux. Est-ce que tu peux nous présenter tes chiens du coup ? Oui, alors donc j'ai 3 loulous en ce moment qui nous font l'honneur de partager notre vie. Donc il y a Naxos. Naxos, c'est une femelle berger australien qui a 5 ans, qui est entrée dans notre vie quand elle était chiot. Voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un berger australien et en fait, je ne savais pas si j'étais prête au moment où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et puis, vraiment, j'ai cherché un élevage de qualité. On a beaucoup échangé sur notre projet, etc. Et finalement, donc, on l'a accueillie et elle correspond parfaitement en termes de caractère à ce dont on avait besoin à ce moment-là dans notre famille. Donc, c'est super. Ensuite, il y a Pandora. Pandora, c'est un berger américain miniature qui a 3 ans. Voilà, donc qui est arrivé dans notre famille juste avant le premier confinement. Et puis le dernier loulou, donc c'est Smarties. Smarties, c'est un peu la petite surprise du chef. Il a presque 2 ans et c'est un croisé, donc maman golden et papa labrador avec du braque, des trucs de chasse. Il a les yeux très jaunes, il est très fin. Voilà, donc pas du tout typé labrador rustique, mais plutôt fin. Voilà, donc un petit zébulon. Donc on a quand même beaucoup de chiens très actifs à la maison. On s'ennuie pas. Et des jeunes chiens en plus, donc ça doit bien bouger. Exactement. Comment ça s'est passé pour toi, ton expérience avec les chiens ? Est-ce que tu en as toujours été entourée ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est fait pour toi ? Non, en fait, j'ai été très frustrée quand j'étais enfant. Pour revenir vraiment sur ma plus petite enfance, toute petite, j'étais très attirée par les animaux, mais moi, je viens de région parisienne, donc on habitait en appartement. Il n'était pas question pour mes parents d'avoir un chien. Alors, j'ai réussi à négocier un chat, mais alors, faut voir dans quelles conditions. Je découpais toutes les petites annonces, alors que je savais à peine lire les petites annonces des journaux gratuits pour adopter un chat. Donc, ils ont fini par accepter qu'on adopte un chat dans une structure de protection animale. Donc voilà, donc c'était notre première chatte qui s'appelait Patou, avec qui j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup confiée. Je pense que j'avais vraiment un lien comme ça avec les animaux assez particulier. Avec les poneys aussi, parce que j'allais beaucoup en colonie de poneys. Mais le chien, en fait, j'avais assez peur des chiens, en fait. Même si j'étais très attirée, les chiens dans la rue, par exemple, les gros chiens me faisaient assez peur. C'était assez bizarre. Et puis, mon voisin du dessus avait un cavalier King Charles.
puis quand il s'absentait en fait de chez lui, il nous demandait parfois si on pouvait le surveiller, si on pouvait s'en occuper. Et évidemment, moi, la petite fille, avec plaisir. En plus, un cavalier King Charles, c'était tout petit, tout mignon. Donc j'allais m'occuper du chien des voisins, voilà. Donc ça, c'était ma première relation. Après, mon grand-père avait des chiens, mais qui étaient des chiens de chasse. Donc la relation était encore un petit peu différente on va dire, des chiens de compagnie. Donc j'ai vraiment tanné mes parents, ils n'ont jamais cédé, donc j'ai jamais eu de chien dans mon enfance, voilà, à part ce chien du voisin. Et c'est vraiment un pur hasard, donc j'étais étudiante et en parallèle de mes études, je travaillais dans une animalerie le week-end comme caissière. Donc effectivement, j'avais pas forcément le recul que j'ai aujourd'hui sur la vente des animaux, etc. J'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, mais bon, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier chien. C'était, entre guillemets, un cadeau. Voilà, il est arrivé comme ça. Et donc, c'était un cavalier King Charles qui s'appelait Vasco. Donc, on était en 2005. Donc, j'avais, si je me trompe pas, 23 ans. Franchement, j'y connaissais pas grand-chose en chien. Je faisais plein d'allers-retours entre mes études à Clermont-Ferrand et mes stages à Paris. Donc, il prenait le corail avec moi. Il a fait les 400 coups. Quand je rentrais de boîte de nuit, il me sortait pour aller faire pipi à 5h du mat. Enfin, voilà. Et c'était un vrai zébulon. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser en fait aux activités canines parce que c'est avec lui que j'ai fréquenté mon premier club canin que j'ai quitté assez rapidement parce que en fait le pass pour rentrer dans le club c'était le collier étrangleur, donc voilà. Et puis voilà, donc Vasco m'a appris énormément, m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Avec lui j'ai fait beaucoup d'activités, de l'agility, de l'obérythmie à l'époque, ça s'appelait comme ça. On était chien visiteur aussi, donc dans des structures, voilà. Donc beaucoup d'activités avec ce petit loulou qui est arrivé par hasard dans ma vie mais qui m'a appris énormément. Trop cool. Tu as eu Vasco quand tu étais étudiante. Tu faisais des études de quoi et il a ressemblé à quoi un petit peu ton parcours pro et puis canin jusqu'à devenir éducatrice aujourd'hui? Alors donc Vasco, j'avais 23 ans, j'étais encore dans mes études, donc j'ai fait une école de commerce, donc j'étais en master de marketing. Ma dernière année, j'ai fait une spécialisation création d'entreprise. Parce que finalement, je ne savais pas trop quoi faire. Vraiment, j'ai fait des études où j'ai suivi comme ça un petit peu le fil des rencontres, des opportunités. Et donc, cette option création d'entreprise, c'était vraiment pour que je puisse avoir un panel de différentes activités que je pouvais faire. Et puis, au fond de moi, en fait, j'avais quand même quelques idées déjà de création d'entreprise. Et j'ai embarqué des potes de promo dans un projet qui s'appelait à l'époque Tout pour le toutou. Évidemment, c'est Vasco qui m'avait inspirée. Ça n'avait pas du tout les contours de mon activité d'aujourd'hui, du tout. C'était vraiment plus sur de la vente d'accessoires. J'avais imaginé un concept de vente d'accessoires à domicile, un peu sur le modèle des boîtes en plastique, qu'on te connaît bien. On avait monté le business plan, j'avais embarqué mes potes là-dedans. Et puis finalement, j'ai pas monté l'entreprise. Voilà, je suis partie sur d'autres projets en sortie d'études, voilà. Mais j'avais toujours ça au fond de moi. Donc c'est resté et c'est clairement Vasco qui m'avait ouvert cette porte, qui m'avait ouvert aux différentes choses qu'on pouvait faire avec un chien et à cette passion. Voilà, donc il faut imaginer que c'était les débuts d'Internet. On n'était pas du tout sur ce qui se fait aujourd'hui. On avait des pages qui s'affichaient à l'époque tout hyper lentement. Quand on cherchait des informations, fallait vraiment farfouiller. Et donc, c'est plus sous des formats stages, sous des formats séjours, en rencontrant des gens que je me suis un petit peu forgé mes convictions, on va dire, avec les chiens. Et puis voilà, donc c'est Vasco qui a ouvert la porte. J'avais ce projet-là, donc qui a été avorté et finalement c'est pas plus mal parce que je me suis fait une grosse expérience après dans des structures à gérer des beaux projets et que ça m'a beaucoup aidé en fait pour monter mon entreprise. Pour revenir sur la création et pourquoi est-ce que je suis devenue finalement éducatrice canin récemment, j'ai toujours gardé un pied en fait dans des activités avec les chiens. Et puis dans mon métier de base dans le marketing, j'y trouvais plus vraiment de sens. J'avais vraiment une quête de sens qui est arrivée. Alors peut-être c'est la crise de la quarantaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de plus de sens et donc j'ai décidé d'entreprendre une réflexion profonde sur mon activité professionnelle.
suite à un burn-out. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce que c'est aussi ça qui m'a ouvert à la méditation. Ouais. Mais donc, j'ai entrepris une vraie introspection sur mes valeurs, sur ce qui me motive, sur mes missions de vie professionnelle. Et puis, du coup, j'ai refait un business plan pour d'autres activités que Tout pour le Toutou. Je l'ai même pas ressorti d'ailleurs, ce business plan qui était complètement obsolète. Mais voilà. Et puis, j'ai regardé un petit peu ce que j'aurais aimé faire, pas faire, etc. Et donc, j'ai repris une formation, même plusieurs, pour d'une part me remettre à jour sur les connaissances scientifiques, sur les méthodes d'aujourd'hui, parce qu'avoir des chiens chez soi, c'est une chose, être professionnel du chien, ça n'a rien à voir. Il faut beaucoup accompagner, créer des plans d'entraînement, coacher les personnes. Ça n'a rien à voir avec le fait de travailler ses propres chiens et de bidouiller à la maison, on va dire. Donc voilà, j'avais besoin de cette remise à niveau, on va dire, avant de me lancer. Et donc voilà un petit peu mon parcours en résumé rapide. Voilà. Donc 15 ans de marketing, on va dire, même un peu plus, et puis cette réflexion pour me lancer finalement. Ok, trop bien. Pour revenir un peu sur ton parcours pro et plus perso, parce qu'on va parler de méditation aujourd'hui. Comment ça s'est fait du coup ? Donc tu nous as dit que tu avais bossé dans le marketing et que c'est parce que tu as eu un burn-out que tu as découvert la méditation, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Comment tu as découvert la méditation ? Alors donc effectivement 15 années dans le marketing. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai une amie dont je suis très proche qui est tombée malade, donc gravement malade. Enfin voilà, on a le même âge, elle a une petite fille qui est dans les mêmes âges que mes filles, etc. Et quand elle est tombée malade en fait ça m'a vraiment chamboulée à tel point que je me suis demandé pourquoi tu te lèves le matin. Donc là, j'étais en activité, j'étais entre guillemets à fond, voilà. Moi, j'aimais ce que je faisais quand même. Voilà, j'avais pas de, je m'entendais très bien avec mes collègues, je suis partie en très bons termes, mais j'ai eu ce choc en fait qui m'a fait me poser des questions de ta vie, c'est quoi le rythme de ta vie ? Donc, c'est lever tes enfants, te dépêcher pour qu'ils s'habillent, qu'ils se préparent, que machin, pour que tu les déposes à la garderie, pour que tu ailles vite bosser. Tu travailles. Le midi, je mangeais devant mon ordi parce que le soir, fallait que je parte pas trop tard pour aller chercher mes filles. Donc, à 18h, je partais. Je roulais comme une malade. J'allais récupérer mes filles à la garderie. Je leur remettais la pression pour que vite, elles aillent se coucher, pour que je puisse rebosser des trucs après. En fait, ce rythme-là, c'était... je me suis demandé après quoi je cours en fait. Et c'est vraiment cette maladie qui m'a fait prendre conscience de mais après quoi je cours. Et j'ai beaucoup intériorisé, j'ai pas beaucoup extérioriser tout ça, à tort, parce que clairement ça m'a rongé et ça m'a fait imploser. Donc le burn-out, comment il s'est manifesté chez moi ? Clairement, je ne l'ai pas vu venir. Je faisais tout pour être la maman parfaite, qui préparait les petits goûters maison à ses enfants, la personne parfaite qui faisait faire des balades à ses chiens et des activités qui comblaient tous les besoins, la femme parfaite, qui essayait de l'être, et je me suis complètement oubliée. Donc ça se voyait pas du tout en fait. J'étais dans une dynamique portée partout, les projets, le boulot, les machins, tout ça. Et puis un jour, en rentrant du boulot, je prends ma voiture et je mets le contact, je démarre. Et effectivement, en voiture, alors naturellement, on se met un petit peu en auto-hypnose. Ça le fait à tout le monde. Comme on est en pilote automatique dans sa voiture, c'est là qu'on réfléchit beaucoup. Alors, c'est très productif quand on veut créer des idées, mais quand on rumine, c'est là aussi où on réfléchit beaucoup. Et j'ai été complètement emportée par mes pensées. Et j'ai senti mes oreilles qui bourdonnaient, mon cœur qui s'accélérait, ma poitrine qui s'est serrée. J'ai eu le temps de mettre mon clignotant et j'ai fait un malaise. Et donc, je me suis entre guillemets réveillée avec les pompiers sur le bord de la route qui m'ont demandé comment vous appelez. Je sais pas. Quel jour on est ? J'en ai aucune idée. Je les regarde, je leur dis il fait beau, je pense que c'est l'été. Vous avez une famille ? Je sais pas. Donc voilà, ils ont appelé le dernier numéro que j'avais appelé dans mon portable. Et donc, ils ont dit à mon mari, on l'emmène à l'hôpital. Voilà. Mais moi, en fait, dans ma tête, je faisais un AVC, je faisais un truc physique, un truc du cerveau. Bon. Et en fait, à l'hôpital, ils ont quand même fait un check-up du cœur, du cerveau, etc. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et en fait, c'était une énorme crise d'angoisse. Et ça s'est matérialisé comme ça parce que j'avais trop intériorisé, en fait. Donc, mon corps, à un moment, mon cerveau, il a dit stop, Et si bien qu'à l'hôpital, j'ai même pas reconnu, en fait, mon mari. De loin, je me suis dit,
je le connais, lui, il me dit quelque chose. Mais voilà, je suis vraiment allée loin dans pousser mon corps, en fait, à l'extrême. Là, les médecins m'ont dit, bon, bah là, madame, on vous arrête. Là, il faut faire une pause, parce que ça va plus. Et donc là, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai été très, très bien entourée. Très bien entourée par des médecins qui m'ont écoutée. Alors, j'ai été bien sûr prise en charge chimiquement aussi, parce qu'il fallait vraiment que mon cerveau se pose, parce que j'étais dans un rythme où je dormais plus, etc. Mais une fois que ça a été mis en place, le psychiatre m'a dit vous devriez vraiment vous orienter vers la méditation. Et en fait, pour moi, c'était un truc de moine bouddhiste perché. Enfin, vraiment, j'étais loin de tout ça parce que j'étais trop dans l'activité, en fait. C'était quelque chose qui allait s'imposer à moi et j'étais pas prête à ça. Bon. Et puis, je l'ai quand même écouté. Et j'ai eu la chance de rencontrer une instructrice en méditation pleine conscience. J'ai compris effectivement que dans la méditation laïque, ça n'a rien de... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est éloigné de la religion. Il n'y a pas forcément de lien. On peut pratiquer sans être dans de la religion. Et donc, cette instructrice, je m'inscris dans un groupe pour participer à un programme qui s'appelle MBSR, donc un programme très connu, je pense que c'est mondial même, c'est parce que c'est en anglais. Ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction. Donc c'est en gros la réduction du stress par la pleine conscience. Donc, c'est un programme sur 8 semaines avec une journée après entière en silence et en conscience. Et c'est comme ça en fait que véritablement j'ai commencé à pratiquer parce que c'est vraiment un programme qui invite à la pratique quotidienne, à la pratique autant que possible. C'est pas je vais 1 heure à la salle de sport, je fais mon sport et après j'arrête. C'est vraiment l'intégrer complètement dans son quotidien, dans sa manière de vivre, pour savourer, pour prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on a et trouver des moyens de gérer ces crises de stress un petit peu, quoi. Donc ça m'a ouvert à des nouvelles routines. Voilà. Et là où je me disais, j'ai pas 5 minutes dans ma journée, en fait, si, on peut en trouver plein des minutes dans sa journée. Et que quand on passe 5 minutes à se poser, en fait, on gagne derrière une productivité de dingue aussi, quoi. Donc c'est ça aussi que j'ai appris. Et puis après, j'ai continué avec d'autres programmes, des retraites. Et puis j'ai été supervisée par un instructeur en méditation pleine conscience pour continuer à pratiquer et puis pour le projet dont on va peut-être parler après, qui est lié aussi à mon activité de pro du chien, quoi. On est en quelle année quand tu fais ton burn-out et que tu découvres la méditation ? On est pas si loin que ça, on est en 2019, donc c'est assez récent. Okay. Après, je pense que clairement, là, j'ai vraiment structuré, et j'ai découvert et j'ai structuré, mais j'avais beaucoup de pratiques qui étaient assez intuitives depuis très longtemps, notamment avec mes chevaux, parce que j'ai pas parlé d'eux, mais ils sont très importants. Donc, j'ai 2 poneys Highland qui m'accompagnent depuis de longues années maintenant, qui sont à la maison, donc c'est une grande chance. Et les chevaux sont très ancrés, en fait, dans le présent. Génial. En plus, c'est des poneys très posés, qui ont un tempérament comme ça assez, on dit un peu froid dans le milieu du cheval, et qui du coup, avec cet ancrage, déjà, naturellement, en fait, les chevaux, ils invitent à poser notre cerveau et à savourer le moment présent. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était intuitif, mais qui n'était pas cadré depuis très longtemps. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que le cheval a ce côté... T'es obligé d'être là, en fait, quand t'es avec des chevaux à côté de toi, parce que, mine de rien, ne serait-ce que parce que, je sais pas, un cheval qui te bouscule, en fait, peut te faire très mal, plus qu'un chien qui te bousculerait le genou. Mais je trouve que, ouais, il y a un truc très apaisant, et puis ils vivent à un rythme assez lent. Enfin, je veux dire, ouais, je comprends cette histoire de connexion là dont tu parles. J'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je vois très très bien ce que c'est juste d'être au contact d'un cheval et de caresser un cheval, à quel point c'est déjà apaisant et reconnectant à l'instant présent, quoi. Complètement, c'est exactement Trop ça. Bien. En plus, ils vivent beaucoup avec les saisons. Ça, c'est quelque chose... Ouais. Alors moi, j'aime bien quand j'ai des clients qui viennent là, on va assez souvent voir mes chevaux. Les chevaux, donc, ils ont une sensibilité à la lumière, à la température, à l'humidité, qui fait que leur corps s'adapte à tout ça. C'est assez drôle de voir. Ouais. Alors moi, mes chevaux, ce ne sont pas les mêmes l'été et l'hiver.
ils sont vraiment différents. Là, on est en hiver, ils ont une toison, mais qui est incroyable. On met les doigts, on voit pas nos doigts tellement les poils sont épais. Ils ont du coup pas du tout le même regard. Ils ont un souffle qui est très chaud par rapport à l'été où du coup ils sont à la même température. Là, quand on met nos mains, ça nous réchauffe et tout ça. Donc, je trouve que pour ancrer dans la réalité, les chevaux, ils sont assez incroyables. Alors, j'adore la compagnie des chiens pour méditer, mais les chevaux, c'est vrai que on n'a pas besoin de monter dessus. Leur présence est suffisante. Moi, j'ai beaucoup bourlingué avec mes chevaux. J'ai beaucoup fait d'activités aussi avec eux. Mais aujourd'hui, je monte très peu. Et en fait, ça me va. Pour moi, c'est OK parce que vraiment, leur présence, même brosser un cheval, c'est quelque chose, si on est vraiment conscient, qui est assez incroyable. C'est une thérapie aussi, les chevaux. C'est clair. Trop intéressant. Franchement, pour revenir à la méditation... Ok, donc tu nous as dit que tu as vraiment découvert cette méditation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un psychiatre, du coup, qui t'en a parlé. Oui, exactement. Le psychiatre, c'est assez drôle parce que effectivement, je m'attendais pas à ce qu'un médecin m'oriente vers ça. Je pense que c'est aussi des questions de sensibilité, c'est-à-dire que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est assez sensible à ça. Finalement, quand on fait un burn-out, pour se reconstruire, il n'y a pas 50 000 solutions, entre guillemets. Donc, on a un suivi, bien sûr, thérapeutique, un suivi médical au sens médicaments si on en a. Mais de toute façon, il faut quand même avoir un accompagnement avec une thérapie. Et donc, voilà, la méditation peut faire partie dans certains cas, en tout cas pour moi, vu que c'était une gestion du stress et le fait de ne pas réussir à me poser, ne serait-ce que pour respirer normalement. En fait, je me rendais compte que quand je respirais, je ne respirais pas. Il y avait très peu de mouvements dans mon corps de respiration. Et ça, c'est déjà un signe qui est... si on respire mal, on ne vit pas bien, clairement. Donc oui, c'était assez drôle que ça soit un psychiatre qui m'oriente vers ça. Et finalement, je l'ai remercié. Je lui ai fait un petit courrier quand ça allait mieux pour le remercier et lui dire merci de m'avoir orienté vers ça parce que ça m'a ouvert aussi à beaucoup d'autres choses. Donc, quand je pratiquais, en fait, moi, très naturellement, j'avais envie d'être dehors. Alors ça, c'est aussi le syndrome de l'ancienne parisienne qui est partie à la campagne. Même si ça fait 15 ans qu'on est parti, j'ai besoin comme ça de respirer à l'extérieur. Et donc, naturellement, j'allais donc dans un lieu que j'adore, chez nous, qui est en haut du champ de mes chevaux, où on domine une vallée, les chevaux sont là et j'adorais. Et donc, quand j'allais me promener donc c'était beaucoup avec Naxos à l'époque, je me proposais aussi à moi de faire des pauses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même si c'est une Australienne donc un chien de travail, un chien très actif, elle appréciait aussi ces pauses-là. Et elle arrivait à se poser, elle arrivait à se mettre à côté de moi. Alors je lui proposais pas spécialement, mais naturellement, elle le faisait. Et donc, je me suis dit, peut-être que je peux expérimenter quelque chose, aller un petit peu plus loin et lui proposer ça quand, par exemple, je sens qu'elle est dans une phase d'excitation ou une phase où elle n'est pas très concentrée. Lui proposer de faire des pauses comme ça, qu'est-ce que ça va donner ? C'est comme ça un petit peu que j'ai expérimenté la chose. Et puis aussi parce qu'elle m'a beaucoup soutenue. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup randonné avec elle, donc en tête à tête avec elle. Donc, clairement, quand on randonne, moi, je ne lui parle pas. J'apprécie ce qui se passe autour. Et du coup, voilà, j'avais envie aussi de pouvoir la remercier, poser mon cerveau et me connecter vraiment avec elle, me poser avec elle. C'était un moyen aussi de la remercier. En tout cas, dans ma manière de pratiquer, je fais beaucoup de pratiques autour de la gratitude où du coup, je vais savourer, me remercier de respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir vivre, de pouvoir voir, de pouvoir toucher des choses et la remercier, elle, d'être... finalement avec moi à mes côtés, de me soutenir, de me supporter aussi, voilà, d'être joyeuse parce que du coup ça fait beaucoup de bien et en tout cas c'est vraiment des moyens des moments que elle apprécie. Donc maintenant c'est même mes filles, ça me fait vraiment rire parce que donc la plus grande elle est très très connectée avec Naxos et des fois je la vois, elle prend le tapis de yoga, elle prend un petit coussin et elle dit maman, je vais méditer dans le jardin avec Naxos. Et donc je les vois toutes les deux assises sur le tapis de yoga, voilà. Et en fait elle sait pas ce que c'est méditer, mais elle va juste s'asseoir, je pense qu'elle lui parle, enfin voilà, je j'interfère pas dans ça, du coup je lui demande pas, elle fait son petit moment avec elle, mais en tout cas ça a fait un petit peu ça leur a montré un petit peu qu'on pouvait aussi faire ça. On n'est pas obligé en tant qu'enfant de faire que jouer et faire des choses d'excitation avec son chien. On peut aussi se poser. Carrément, c'est trop cool.
C'est trop bien. Alors, du coup, depuis le début, là, qu'on parle de méditation, on n'a pas encore défini vraiment ce que c'était. Et c'est très difficile comme exercice de définir ce que c'est que la méditation. Mais est-ce que ça te dirait d'essayer de décrire peut-être pour les auditeurs qui ne verraient pas du tout ce que c'est, l'intérêt, comment ça se pratique, qu'est-ce qu'on y fait parce que je pense que souvent, les gens ont en tête on s'assoit et on fait rien. Alors qu'en fait, on ne fait pas rien, il se passe plein de choses. Est-ce que ça te dirait qu'on essaie de définir ce que c'est que méditer ? Alors, je vais avoir du mal à donner une définition. En tout cas, je peux donner ma vision. Effectivement, c'est difficile. Ouais. En plus, c'est quand même une pratique qui est ancestrale. Donc, effectivement, c'était quelque chose qui était pratiqué par des religieux et qui était finalement une reconnexion à son intérieur, un petit peu. Moi, aujourd'hui, alors, la manière dont je la pratique et la manière dont je la propose quand je fais des accompagnements avec mes clients, c'est surtout apprenez à savourer. Apprendre à prendre conscience de notre corps, de comment il est à l'instant où on se pose. Et finalement, essayer, alors j'aime pas trop ce terme, mais essayer un petit peu de dompter le mental. C'est-à-dire que je donne souvent l'exemple et je fais souvent faire cet exercice-là aux personnes de qu'est-ce que vous faites quand vous vous brossez les dents le matin ? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vous brosser les dents ou est-ce que vous êtes en train de vous brosser les dents, préparer le sac de vos enfants, penser au mail que vous devez envoyer dans 30 minutes absolument, au bouchon qu'il va y avoir sur la route. Donc en gros, dans ces 3 minutes où on se brosse les dents, on n'est pas en train de se brosser les dents, on est en train de faire 1000 choses. Et donc je donne souvent cet exemple parce que il est assez criant. Alors dans les activités avec son chien, c'est la même chose. Quelqu'un qui va se promener et qui passe un coup de fil à une personne, il est en train de faire 1000 choses. Il se promène avec son chien, mais au final, il se promène pas avec son chien. Donc cette histoire de brosse à dents, moi je vous invite à changer de main. Si vous êtes droitier, brossez-vous les dents demain matin avec la main gauche. Et essayez de vous concentrer sur chaque dent que vous êtes en train de brosser pour prendre conscience du mouvement de la brosse à dents, de est-ce que j'ai des douleurs dans la bouche, est-ce que c'est agréable ou pas, est-ce que c'est super doux après quand je passe ma langue. Vraiment de passer ces 3 minutes à être conscient de ce qu'on fait. Et donc moi, c'est vrai que je parle presque plus de pleine conscience que de méditation, mais méditation, c'est un mot qui est plus connu, entre guillemets. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment être conscient, être pleinement présent à ce qu'on fait. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est important de l'être avec nos chiens ? C'est que eux, ils sont là, en fait. Ils sont tout le temps là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train, eux, de prévoir la balade qu'ils vont peut-être avoir dans 2 heures. Ils ne savent pas ça. Peut-être que oui, s'ils ont une sensation de faim, ils se disent mince, dans combien de temps ma gamelle elle arrive, mais en tout cas ils sont vraiment là, ils sont pas en train de ressasser des trucs qui s'est passé hier. Et du coup je pense que vraiment en tant qu'humain accompagnant de chiens, on se doit aussi d'être là avec eux et de pas être en train de faire 1000 choses. Donc on peut avoir une journée très chargée, mais on peut aussi se dire bah ok, là je vais passer 10-15 minutes vraiment pleinement avec mon chien et avec des toutes petites pratiques, on peut déjà commencer à faire des choses. La première étape, c'est je prends conscience de ok, en fait, je suis pas pleinement présent avec mon chien. Qu'est-ce que je peux changer pour l'être un petit peu plus ? Et comment je peux ancrer ça un petit peu dans mon quotidien. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est s'asseoir et ne rien faire. Moi, je propose beaucoup de pratiques en mouvement. Donc, beaucoup de pratiques en marche. Je ne vais pas tout dire, mais quand j'anime des journées ou des week-ends, des fois, je propose des pratiques qui sont un peu, qui sortent un peu du moule. Donc, je ne vais pas tout dire, mais on peut se mettre pieds nus, on peut faire des choses vraiment différentes pour ressentir les choses, tout en étant avec son chien et ressentir ce que lui aussi sent sous ses petits coussinets parce qu'il n'a pas de chaussures. Voilà, essayer de faire des choses un petit peu différentes pour être vraiment pleinement là. Donc, j'ai pas trop de définition, mais pour moi, c'est pas trop le truc de je vais m'asseoir et rien faire. C'est plutôt commencer à prendre conscience des moments présents et à savourer, en fait. Parce qu'il peut y avoir plein de moments dérangeants, mais si on note tous les petits moments super cool qu'on peut savourer dans une journée avec notre chien, on est déjà un premier pied dans prendre conscience des choses, quoi. Voilà. C'est clair. Il y a un truc hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est
s'entraîner à ressentir des petites choses, à être plus conscient. Moi, par exemple, je médite beaucoup avec une application de méditation guidée et en fait, souvent, c'est ce truc-là qui est mis en avant. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert la méditation. Ça fait, je crois que je médite depuis 2015, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une petite paire d'années maintenant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté... Effectivement, tu parlais de la spiritualité au départ et du fait que ça pouvait être lié à une religion. Moi, je ne l'ai pas du tout découvert dans ce sens-là. Comme toi, je l'ai découvert plutôt dans un mood de développement personnel, tu vois, dans cette ambition-là. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était de se dire, en fait, ton cerveau, c'est comme un muscle que tu peux entraîner. D'ailleurs, j'ai commencé le sport à peu près à la même période, avec l'idée de se dire que plus tu vas l'entraîner à voir du positif, à avoir de la gratitude pour les choses, à ressentir les choses, plus naturellement, tu vas pouvoir le faire dans ta journée, dans ton quotidien, de partout. Et moi, c'est ça qui m'avait beaucoup plu avec l'idée de méditation. C'est pas tant de se poser, de calmer les angoisses, etc. Ça, je trouve que c'est des conséquences et que ça t'entraîne à ça. Mais de manière pratico-pratique, dans ce que c'est, dans ce que ça représente, avec les millions d'exercices que tu peux faire dans l'acte de méditer, si vraiment on a un acte de méditer, on va dire. C'est surtout cet entraînement. J'aime pas l'expression positiver parce que c'est un peu une injonction à il faut tout voir en bleu et en rose avec des paillettes. Mais en tout cas, s'entraîner à voir les choses autrement et en étant plus ancré dans le présent avec cette idée que il y a que le présent qui existe véritablement. Le passé, c'est dans notre tête et le futur aussi. Alors que le présent, on est en train de le vivre et souvent, on n'est jamais vraiment là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette définition que je propose en parallèle de la tienne pour compléter. Mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai avec cette histoire d'entraînement du cerveau, quoi, qui m'intéressait pas mal. Alors, je suis complètement d'accord. Effectivement, quand on commence à pratiquer en étant guidé, au début, on entend la voix et puis on comprend pas pourquoi d'un coup on pense à autre chose. On est en train de penser à est-ce que j'ai bien mis tel truc dans le sac de mon enfant ce matin ou des choses comme ça. Et finalement, après, on se raccroche à la voix. On continue. Alors vraiment, hein, ça c'est par expérience au tout début. On se raccroche à la voix et moi, clairement, au début, je m'en voulais. Je me disais, mince, j'ai décroché. C'est dommage, tout ça. Donc, je me flagellais un petit peu comme ça. Et puis, finalement, ensuite, j'ai compris qu'effectivement, c'est un vrai entraînement. C'est-à-dire que ramener à chaque fois sa conscience dans ce qu'on est en train de faire et non pas... finalement laisser s'éparpiller, et ben c'est un entraînement. Et à chaque fois, je me dis plutôt que c'est une opportunité de ramener ma conscience, de ramener ma présence et de gentiment, en fait, sans me flageller maintenant, me dire ok, reviens à ce que tu étais en train de faire. Ok, tu t'es déconcentré sur ta respiration pendant peut-être 2-3 respirations, tant pis, reviens. Ok, bah c'est super, t'es revenu. Donc ça, c'est effectivement, je partage complètement. Et après, sur... ce que tu disais de savourer le positif et d'observer le positif, je suis complètement d'accord. Je vais donner un exemple très concret. Dans ma vie perso, avant le chemin entre l'école et la maison, j'étais très pressée parce que je savais tout ce qu'on avait à faire et du coup je voyais pas ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire qu'en voiture, je ramenais mes enfants et on rentrait et en gros je sais même pas si je regardais la route maintenant quand on y pense, mais bon, voilà, on rentrait et voilà. Maintenant en fait, si je vois une belle lumière, du soleil qui se couche par exemple, parce qu'en ce moment on rentre à l'heure où le soleil se couche, ou je vois je sais pas moi une buse, ou je vois un fossé qui est rempli d'eau, et ben en fait on va s'arrêter, on va descendre de la voiture et on va regarder. Et c'est un petit peu ça quand tu dis essayer d'observer des petites choses positives, c'est que on a plein de choses autour de nous qui sont accessibles. Et donc la présence de nos chiens en fait partie, hein, clairement, mais on a plein de choses qu'on peut savourer. Et en fait c'est quoi, c'est 2 minutes de descendre de la voiture et d'observer dans une journée. 2 minutes, c'est rien. Et quand je disais en préambule que moi, c'est mon ami qui est tombé malade qui m'a fait prendre conscience aussi de tout ça, c'est qu'en fait, on n'est pas effectivement immortel et que si on ne savoure pas aujourd'hui, on va savourer quand, en fait. Donc, je pense que c'est encore plus prégnant dans la relation avec nos chiens parce que nos chiens, malheureusement, ils partent plus vite que nous et qu'on ne peut pas récupérer les moments qu'on n'a pas passés avec eux pleinement. Ils sont passés, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est encore plus vrai, je trouve, ce que tu dis avec nos chiens, c'est que
savourer le positif avec eux, sachant que leur vie est courte, c'est encore plus intéressant et il faut le faire, quoi, effectivement. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, pour en revenir à la méditation avec son animal, son chien là en l'occurrence, c'est quoi l'intérêt selon toi? Donc au-delà donc on l'a dit de voir le positif, en tout cas de profiter du fait qu'il soit là, qu'il soit avec nous et d'en être reconnaissant, on va dire. Est-ce que tu vois d'autres intérêts à méditer avec son chien? Est-ce que donc toi, je sais que tu le proposes, c'est une activité que tu proposes à tes clients sous diverses formes. Qu'est-ce que ça peut apporter selon toi de méditer avec son animal? Donc, moi, j'y vois plusieurs apports. Le premier apport, je vais parler du chien. Tout à l'heure, on a parlé des chevaux qui étaient très ancrés, mais donc je vais parler du chien. Beaucoup de personnes proposent des activités avec leur chien qui sont plutôt des activités, j'ai envie de dire activités actives, des choses qui les mettent en éveil, qui les mettent en mouvement, voilà. Donc, même les activités intellectuelles, ça reste quand même preneur d'énergie. Donc, c'est très, très bien, hein, et je dis pas qu'il faut pas en faire. Je dis juste que dans l'équilibre de la relation, parfois, on peut aussi proposer des choses plus calmes à son chien parce que d'une part ça peut être très intéressant pour lui en termes de ressources, de savoir qu'il y a des moments où il peut se poser à côté de son humain sans avoir à faire quelque chose, hein, sans avoir à chercher un jouet d'enrichissement, sans avoir à proposer des choses, sans avoir à être actif. Ça peut aussi lui faire du bien au niveau du cerveau. Donc ça, c'est la première chose pour le chien. Clairement, il y a des chiens qui ils trouvent une vraie ressource. Alors moi, je l'ai expérimenté avec mes chiens, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est les miens qui sont comme ça? 1, 2, 3, ça faisait beaucoup. Et du coup, j'ai pu aussi expérimenter avec les chiens de mes clients et même des chiens actifs, même des borders qui font de l'agility, qui font de l'obéissance, qui sont plutôt très sollicités. Ils apprécient aussi ces moments-là. C'est assez surprenant, hein, la plupart du temps pour les personnes. Ils se disent non mais mon chien il va jamais réussir à se poser, c'est pas possible. Et ben en fait, finalement les chiens, d'une part ils y arrivent et d'autre part ils apprécient, ils savourent aussi ces moments-là. Donc je donne souvent cet exemple à mes clients. Si on fait une balade, on va dire 30-45 minutes. On fait 20 minutes de balade. Alors, si le chien est en libre, il farfouille, il sniffe, il s'amuse, etc. Et puis, au bout de 20 minutes, on peut se trouver une souche, un banc, un endroit, peu importe, même au sol. Moi, je m'en fiche d'avoir les fesses mouillées, le pantalon mouillé. On se pose et on lui propose une pause. Alors, au début, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils vont venir nous lécher les oreilles, venir nous gratter un peu, venir s'activer, ou ils vont pas se poser, ils vont continuer à renifler. On peut les attacher, hein, on les rattache en longe par exemple pour quand même leur suggérer un petit peu plus de se poser. Et puis naturellement en fait, si on leur propose très régulièrement ça, c'est comme un entraînement, hein, on l'a dit tout à l'heure, l'entraînement du cerveau humain, c'est aussi de proposer ça aux chiens et à partir du moment où ils comprennent que ça devient une ressource, que c'est un moment où ils peuvent se poser, et ben franchement après ils kiffent quoi. Moi je vois même mes clients que j'accompagne, et ben les chiens c'est une pause, quoi. Ça fait trop du bien, en fait. On s'est pris 50 000 odeurs dans le nez, on s'est pris plein de bruits, on s'est pris plein d'activités. Et là, et même en balade de groupe, en fait, ça le fait. Parfois, il faut s'éloigner un petit peu plus. Mais franchement, moi, j'arrive à avoir des groupes. On a 5-6 chiens. Ils ont été super actifs. Choisissez un arbre. Chaque humain choisit un arbre. Allez vous poser. Et les chiens, ils y vont, en fait. Et ils prennent aussi vraiment du bon temps. Donc ça, c'est vraiment le côté, on va dire, l'apport pour l'animal, lui apprendre à se poser et du coup à profiter du fait qu'on soit pleinement présent avec eux. Donc ça, c'est la première chose. Et alors pour l'humain, on a vraiment ce qu'on a dit au départ, de voir le positif, de poser son cerveau. Et moi, je l'utilise aussi de plus en plus avec les personnes qui ont des chiens qui rencontrent des difficultés, type sensibilité, réactivité, anxiété. En fait, ça fait beaucoup de bien aux personnes. Alors, c'est souvent sous forme d'audio. Donc, soit en live, quand je suis présente avec, soit je leur envoie des audios après le bilan, par exemple, je leur envoie des audios. Et par exemple, une personne qui doit mettre en place un lourd protocole pour ses départs parce que le chien, il n'est pas tranquille quand la personne est absente. Souvent, c'est des personnes qui vont culpabiliser, qui vont partir au boulot avec la boule au ventre, et qui sont quand même obligés d'aller bosser, donc qui trouvent des solutions de garde et tout ça, mais c'est compliqué. Et psychologiquement, c'est difficile pour eux, c'est assez lourd. Moi, je leur propose des audios pour justement trouver des ressources, pour déculpabiliser, pour reprendre confiance, pour gérer ce stress. Et vraiment, ça leur fait beaucoup de bien. Donc, c'est des audios au début qu'ils écoutent tout seuls, puis petit à petit, ils écoutent avec leur chien à côté. Donc, on a l'effet double, c'est-à-dire qu'on a le chien qui prend sa ressource de calme et l'humain qui, du coup, s'auto-apaise.
Moi, je leur dis, par exemple, si vous stressez, je vais vous faire aussi un audio avant de rentrer à la maison pour que dans votre voiture, vous vous garez à 500 mètres de chez vous, vous écoutez votre audio, ensuite vous arrivez, pour que vous soyez déjà dans un état d'esprit pour aussi apaiser le chien quand vous rentrez, quoi. Donc voilà. Donc vraiment, l'intérêt, il est double, hein. L'apport, il est vraiment double, et chez le chien, et chez l'humain qui vit avec un chien. Qu'il y ait des problématiques ou pas, hein, parce qu'on peut avoir un chien très équilibré, il peut quand même parfois arriver des moments où on se met la pression pour être sûr qu'on répond à tous les besoins de son chien. On en a parlé, hein, ça aussi, hein, la charge mentale de l'humain qui a un chien et qui veut tout faire bien. Des fois, pouvoir être rassuré, se détendre, se relaxer, pour lâcher un peu cette pression, ça peut faire du bien. Ça peut être les personnes qui font des concours avec leur chien, par exemple. Pareil, la gestion du stress, l'impact que ça peut avoir sur le chien, il est hyper important. Donc voilà, donc on a ces deux aspects-là. Et en plus de ça, on sait que quand on est, quand on entre dans un niveau de conscience que permet la méditation. Donc en fait, c'est un niveau de conscience entre le sommeil et l'éveil. Quand on est dans ce niveau de conscience-là, en fait, on a une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire souvent qui s'abaisse naturellement. Et en fait, cette fréquence-là, elle va rayonner autour de nous et elle va aussi, par effet de ricochet, en fait, apaiser. Donc, on sait bien, hein, quand on est stressé, on voit notre chien, il est super speed, il est intenable et tout ça. Quand on se pose, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à avoir cet effet, on va dire, un petit peu contagion sur le chien et même sur les autres êtres en général. Hein, voilà. Donc ça a deux effets, plus un petit fil conducteur entre les deux. Ouais, c'est cool. C'est le principe de la synchronisation, finalement, qui a lieu aussi, et toute la contagion émotionnelle dont on a déjà parlé ici, qui a lieu entre l'humain et le chien. Merci pour ces précisions. Je trouve que ça fait beaucoup écho à des derniers épisodes là, que j'ai pu enregistrer, à la fois sur le puppy blues et puis sur l'accompagnement de l'humain, épisodes dont les deux ont été enregistrés avec Livia notamment. Donc je trouve ça hyper intéressant et ça complète vraiment bien ces épisodes, je trouve, parce que dans toutes ces situations-là, tu l'as dit, si on a un chien réactif, en fait, nous-mêmes, on devient réactif et notre réactivité, elle est rarement prise en compte, rarement prise en charge parce qu'on se concentre sur accompagner notre chien. Pareil, quand on a un chiot qui déboule à la maison, on est à 2000% sur répondre aux besoins de mon chiot, voilà, gérer tout ce qu'il y a à gérer quand on a un diablotin qui débarque à la maison. Mais on s'accorde assez peu de temps finalement et assez peu d'espace et de moments pour en profiter, et au final ça devient effectivement, tu parlais de charge mentale, ça devient une énorme charge mentale qui pèse sur nous et on se dit ça va passer avec le temps, et puis mais ça peut être des semaines, des mois, voire une bonne année qui peuvent être assez difficiles. Et donc, je trouve que ça permet de reconnecter aussi au fait qu'il y a une autre aventure que celle qu'on est en train de vivre là qui nous est difficile. C'est juste d'accueillir un chien chez soi, de réaliser peut-être un rêve pour certaines personnes, etc., de se reconnecter à tout le positif que cette situation comprend, même si elle comprend aussi des aspects difficiles. Je trouve que c'est un bon moyen, assez simple finalement, de se reconnecter à son chien et à ce pourquoi il est là, et à toute la gratitude qu'on peut avoir autour de sa simple présence. Exactement. Et tu vois, sur l'histoire du puppy blues, moi j'ai aussi, par exemple, là récemment, j'ai fait un audio pour un couple. Ils ont accueilli un chiot berger et ils avaient perdu leur vieux chien labrador. Donc, c'était un vieux chien qui avait 12 ou 13 ans, qui avait des habitudes de vieux chien. Et ils ont ce petit berger là qui déboule, ce petit croisé berger qui déboule, qui les perturbe complètement parce que, ouais, mais l'autre, il faisait pas ça, ouais, mais l'autre, il faisait ça bien, ouais, mais l'autre, voilà. Et notre ancien chien, il était parfait et il voulait bien qu'on lui essuie les pattes et il voulait bien ci, il voulait bien ça. Et en fait, c'est hyper difficile pour le chiot de faire sa place. Donc, moi, je l'explique jamais de manière cash comme ça, hein, bien sûr. Hein, là, oui. On en parle entre nous comme ça, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils arrivent à faire cette transition, à réellement faire leur deuil, parce que même si on est prêt à prendre un nouveau compagnon, il nous reste toujours
les histoires de l'ancien. Et donc, si en fait, cette partie-là, elle n'est pas vraiment achevée, moi, j'ai du mal à les investir, clairement, en tant qu'éducatrice, j'ai du mal à les investir dans la nouvelle relation. Quand c'est des petits sujets comme ça, un petit peu touchy, je leur prépare des audios qu'ils écoutent eux-mêmes. Et du coup, je leur dis, voilà, vous êtes autonome, je vous donne 2 audios, par exemple, pour mieux gérer cette acceptation. Clairement, c'est de l'acceptation. Donc, c'est des petites guidances toutes simples. Et du coup, après, on débrief. Et en fait, souvent, d'abord, il y a la dame qui écoute, qui me dit, ça m'a fait beaucoup de bien, c'est vrai qu'on lui fait pas sa place à ce petit chien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accepter et de pouvoir potentialiser et de pouvoir voir le positif dans le nouveau chien. Et donc souvent après il y a le monsieur quand même qui écoute et qui va me débriefer et qui va me dire oui en fait j'ai pris conscience que oui en fait notre autre chien quand on l'a eu chaud il n'était pas parfait non plus et voilà. Et donc moi ça m'aide beaucoup aussi pour accompagner des problématiques comme ça. La charge mentale c'est une chose, c'est vrai que le zébulon qui arrive qui est déchaîné et tout ça, il y a aussi la partie accompagner l'acceptation que l'autre chien était différent, ne reviendra plus et il faut faire la place au nouveau. Et moi, je vois des transformations. C'est-à-dire que je vois du coup des chiots qui sont beaucoup moins harcelants et tout ça quand enfin on les voit comme une nouvelle personne, enfin voilà, un nouvel être qui arrive, un nouvel individu qui peut avoir sa place quoi. Donc je l'utilise aussi pour ces problématiques-là, même si c'est pas une vraie problématique, mais voilà, pour ces petits sujets-là, c'est aussi une aide de pouvoir se poser. Donc c'est différent que d'ancrer la pleine conscience dans son quotidien, mais c'est quand même des petits outils où avec ces écoutes, moi j'arrive à déclencher un peu des prises de conscience quoi. Donc c'est cool. Trop bien. Du coup, tu nous as brièvement introduit le programme que tu es en train de monter, que tu lances là au travers notamment de cet épisode pour en faire la promo. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce programme en ligne que tu as créé et peut-être des formations aussi que tu as suivies en parallèle pour monter ce programme? C'était quoi un peu le cheminement derrière? Ça a quel but, quel objectif? Donc, une fois que j'ai fait mes programmes pour lesquels je me suis, entre guillemets, soignée moi, qui n'avaient pas du tout de but d'objectif professionnel, j'ai été accompagnée par un instructeur en méditation pleine conscience qui m'a, en fait, alors, d'une part accompagnée pour encore progresser dans ma pratique, mais qui m'a aussi accompagnée pour monter un programme que j'ai monté il y a maintenant 1 an. Donc le premier programme que j'ai proposé, c'était un programme pour les compétiteurs en sport canin qui sont souvent très stressés, donc qui réussissent très bien à l'entraînement, et puis une fois arrivés au concours, il y en a quand même un certain nombre qui perdent leurs moyens, alors que le chien est tout à fait capable. Ce n'est pas du tout une question de technique, de performance, même si ça peut l'être, mais en tout cas, très souvent, le stress met une couche supplémentaire pour du coup perdre des moyens le jour J. Et donc je me suis intéressée plutôt à cette problématique de gestion de stress parce que pour moi, c'était entre guillemets le sujet le plus facile à aborder avec des techniques de relaxation, de méditation pleine conscience. Donc l'instructeur m'a aidée à monter ce programme-là. Donc c'était un programme avec 6 visios de 2 heures, donc des visios entre guillemets en présentiel, c'est-à-dire que c'était vraiment des visios participatives. D'accord ? Donc, j'animais effectivement avec des guidances, mais on avait aussi des moments de partage, des échanges. Je leur donnais des exercices à faire entre les séances. Donc, on s'est retrouvés comme ça en visio. Et puis, une journée entière de pratique, donc cette fois-ci en présentiel, tous ensemble. C'est là que donc il y avait 6 participantes, il y avait que des femmes, avec que des chiens très actifs, puisque c'était des chiens qui sortaient en concours, certains même à haut niveau. En plus, j'ai eu la grande chance, parce que c'était un groupe belge, donc j'ai eu la grande chance d'aller animer ce groupe en Belgique. J'ai adoré, j'ai eu un accueil extraordinaire et c'était vraiment génial. Suite à ça, donc, j'ai proposé un programme pour les personnes qui ont des chiens sensibles, donc sensibles et réactifs. Et ce programme-là, c'était aussi en visio, sans journée en présentiel, parce qu'avec des chiens réactifs, c'est difficile, notamment des chiens réactifs chiens, ou sensibles environnement, etc. Donc là, c'était uniquement des visios... Donc pareil, où les personnes étaient présentes et donc il y avait des exercices à faire entre les séances. Donc c'était super chouette cet effet groupe. Mais moi j'ai eu quand même pas mal de retours de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais on n'est pas dispo nous le soir. Est-ce qu'il y aurait un groupe qui se montrait le matin ? Alors, et puis du coup j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que je pourrais proposer un programme entre guillemets en autonomie en l'adaptant.
La différence, c'est que effectivement, le partage d'impression, il est super important quand on est guidé ou quand je propose des pratiques, que ce soit de la relaxation par la respiration, que ce soit de la visualisation, que ce soit toutes sortes de pratiques avec son chien, en extérieur, etc. Le débrief, il est super important. Donc, j'avais peur de manquer un petit peu ça. Et finalement, donc, j'ai monté un programme où, quand on rentre dans le programme, on peut exprimer ses ressentis. Ça, c'est quand même important. Exprimer ses ressentis. Alors, d'une part, avec des outils d'écriture, de dessin. Et d'autre part, on peut partager aussi sur un groupe Facebook. Donc voilà. Donc le programme que je propose là, qui vient juste d'être lancé, c'est un programme donc sur 8 semaines. Chaque semaine, en fait, il y a des audios, des petits exercices, des petits défis dans la semaine. Et c'est vraiment, d'une part, des exercices vraiment basés sur la méditation pleine conscience, mais pas que. Il y a des choses autour du développement personnel, il va y avoir des choses autour d'activités à faire avec son chien ou sans son chien. Et l'idée, c'est qu'au fil des semaines, en fait, petit à petit, on voit son chien avec un autre œil, qu'on apprécie ce qu'il est, comment il est, qui il est, sa personnalité, qu'on apprenne vraiment à découvrir qui il est, parce que on peut souvent mettre des étiquettes en fait sur notre chien. Mon chien il est hyperactif, il est ci, il est ça, et finalement quand on creuse un peu, quand on va fouiller un petit peu au fond, et on peut le voir vraiment différemment avec d'autres facettes, effectivement comme tu disais tout à l'heure, un peu plus positives. C'est vraiment l'objectif, c'est renforcer sa relation, c'est l'objectif du programme. Découvrir son chien avec un autre œil, grandir soi-même pour pouvoir découvrir son chien un petit peu différemment. Donc voilà, donc il y a des pratiques au maximum avec le chien à côté et des pratiques qui peuvent se faire sans chien et puis vraiment des petits exercices à faire dans chaque semaine, il y aura des petits exercices à faire. Avec un groupe Facebook où du coup les personnes pourront exprimer si elles ont envie leur ressenti. Et puis moi je serai toujours accessible par mail, voilà, s'il y a des difficultés il n'y a aucun souci, je serai accessible, on peut m'écrire, et puis après l'idée c'est que comme je propose régulièrement des journées ou des week-ends, alors avec la partie méditation pleine conscience et aussi que je mixe avec des activités de flair, notamment le mind training. L'idée, c'est que ces personnes-là, si elles le souhaitent, elles pourront venir participer et du coup, je leur proposerai un petit tarif préférentiel parce qu'elles ont participé au programme et que du coup, l'idée, c'est de créer un petit peu une dynamique autour de ça, quoi. C'est hyper intéressant et franchement, j'ai trop hâte de tester le programme. Ça va être très très chouette, je crois. Et c'est trop bien, c'est un super projet et c'est vraiment très cool. Donc bravo à toi et merci d'avoir eu cette idée et de nous livrer ça. C'est vraiment très cool et hyper inspirant. Alors moi, c'est vrai que j'y ai mis beaucoup de cœur, j'y ai mis beaucoup de... Ouais, vraiment beaucoup de cœur. Parce que l'énergie, on la trouve toujours. Là, j'y ai mis beaucoup de moi, en fait. Alors, c'est pas du tout, je suis pas du tout un but de ma personne quand je dis ça. Je dis juste que j'ai réfléchi à comment moi je vivais les choses pour pouvoir vous les transmettre aux personnes qui vont participer. Et il y a vraiment un cheminement en fait. Donc bien sûr que je me suis inspirée des programmes que j'avais déjà pu animer. En plus en réel, c'était une vraie chance parce que j'avais les feedbacks tout de suite. Donc ça, c'était super cool. Mais du coup, le proposer en autonomie, je sais que c'est encore différent. Donc là, c'est de pouvoir avoir un programme en autonomie, mais je vous prends quand même par la main. Il y a beaucoup de moi dans le programme, voilà. Donc j'espère que ça plaira aux personnes qui vont participer, et puis que du coup il y aura des partages entre guillemets entre les participants. C'est un peu l'objectif aussi, quoi. Pour passer à la partie conseil, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, après avoir écouté cet épisode, aurait envie de commencer la méditation ou de tester? Est-ce que tu as des tips, des conseils, des applis, des trucs à conseiller? Alors, la première chose que je conseillerais, moi, c'est de pouvoir s'accorder... Allez, on va démarrer tout petit. 3 minutes dans la journée où on met son téléphone en silencieux, on le coupe même, on l'éteint. Si on peut... On se pose avec son chien. Par exemple, on vient de rentrer de balade, on sait qu'il va être calme. D'accord ? On ne va pas se mettre en difficulté dès le début. Mais si on veut déjà engager quelque chose avec son chien, c'est intéressant. On coupe le téléphone. On se prend un endroit où on est super cool, super cocooning, où le chien a le droit d'aller. Hein, parce que si c'est votre lit et que votre chien, c'est OK qu'il monte sur le lit, moi, ça me va, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous choisissez... Enfin, voilà, que les personnes choisissent un endroit super confort. Et que pendant ces 3 minutes... donc
on n'est pas obligé de toucher le chien. On n'est pas obligé, voilà. On ferme les yeux et on essaie vraiment de se concentrer sur sa respiration. C'est le premier exercice que je conseillerais. C'est à chaque fois que notre esprit part, qu'on a une idée qui vient, qu'on s'évade dans ces 3 minutes-là, hop, tranquillement, on ramène son esprit à sa respiration. Et on essaie de qualifier comment elle est la respiration. Est-ce que l'air qui entre, il est frais? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce que je sens l'odeur de mon chien qui est à côté? Parce que le chien, il a une odeur. Moi, j'aime beaucoup faire ressentir ça aux personnes. Si j'ai la main dessus, est-ce que je peux aussi peut-être me concentrer sur la texture du poil? Est-ce que mon chien, il est chaud? Est-ce que lui, il respire tranquillement? Voilà, vraiment essayer de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire pendant 3 minutes. Donc moi, je dirais, première chose que je conseillerais, c'est essayer 3 minutes, on éteint le portable, parce que ça, c'est la pollution, la pire pollution du cerveau. On éteint le téléphone, on éteint tout. J'ai envie de dire, on se met dans une pièce où il n'y a pas d'enfant, pas de mari, pas de femme, si on a vraiment envie d'être seul. Et on se pose pendant 3 minutes. Et en fait, au départ, 3 minutes, ça paraît super long. Et puis petit à petit, on peut gratter un peu plus. Donc, on se concentre sur notre corps. Est-ce que j'ai des douleurs dans le corps? Est-ce que je suis capable de respirer correctement? Comment est-ce que je respire? Vraiment se concentrer pendant quelques minutes. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Si le chien est à côté, on peut aussi, en ayant les yeux fermés, on peut sentir s'il est agité ou pas. D'accord? Déjà, comment est-ce qu'il réagit par rapport à cette proposition que je suis en train de lui faire, de me mettre à côté de lui à rien faire, entre guillemets, comment est-ce qu'il réagit? Donc ça serait la première chose. Après, effectivement, il y a des applications qui existent. Il y a plein de vidéos qui existent aussi, avec des guidances, donc plein d'audio et tout ça, qui ne sont pas spécifiques, effectivement, au fait de se poser avec son chien, mais qui peuvent aussi aider à prendre des moments. Moi, je démarrerais juste par accepter de se poser. Déjà, ça, c'est une chose, parce que dans nos journées très remplies, parfois, on peut avoir notre cerveau qui résiste. Non, mais j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps de me poser 3 minutes. En fait, 3 minutes dans une vie, c'est rien. Donc, on se pose 3 minutes, on souffle, et voilà. Donc ça serait, par exemple, un premier conseil que je pourrais donner. Un deuxième conseil avec son chien que je pourrais donner, c'est aussi partir en balade et ne pas parler. Donc, si on sait que son chien, il s'en va faire sa vie et que ça nous angoisse et que du coup, on sent qu'on est obligé de le rappeler, on le met en longe pour cette balade. Et on propose une balade vraiment où on ne parle pas. Et on va se concentrer sur ce qui nous entoure. Est-ce que j'entends les oiseaux? Est-ce que j'entends une route au loin? Est-ce que l'air, il est frais, il est chaud? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que ça craque sous mes pieds? Qu'est-ce qui fait mon chien? Vraiment essayer de faire une balade où on ne lui parle pas. Donc, quand on sait que son chien va s'en aller et qu'on est obligé de le rappeler avec la voix, on l'attache, comme ça on sait qu'on ne va pas parler. Ça nous permet d'observer. Et on essaie de ne pas lui parler vraiment pour se concentrer sur l'observer. Alors il y a des chiens, ils sont angoissés au début, parce qu'il y a des personnes qui parlent tout le temps pendant les balades. Donc il y a des chiens, ils ne comprennent pas. Moi j'ai une dame, elle a un border, il ne comprend pas. Pourquoi elle ne me parle pas? Du coup il vient la chercher, il vient la pimer, tout ça. Et petit à petit, ça y est, il a compris. Ok, je peux faire ma balade sans être sollicité, quoi. Sans avoir un bâton qu'on me lance ou une demande d'un exercice particulier. Donc voilà un petit peu les conseils de base que je donnerais entre guillemets. Et puis, donc je t'avais proposé, Claire, d'enregistrer un audio avec un petit extrait de ce que je peux proposer moi. Donc, il sera mis à disposition avec le podcast. Mais voilà, ça peut aussi être donc c'est un petit audio, un petit exercice pour prendre soin de soi. Voilà, donc que j'inviterai les personnes qui écoutent à pratiquer ce petit audio, à faire un retour, pourquoi pas. Ça sera vraiment un petit échantillon pour une petite guidance spécifique avec le chien. Trop cool. Du coup, oui, merci beaucoup de m'avoir proposé de mettre à disposition un petit audio pour les auditeurs de la niche. J'espère que ça donnera envie à un maximum de monde de tester et de s'y mettre, parce que je trouve que ça change la vie vraiment. Moi, il y a beaucoup de périodes où je m'en éloigne un peu, je médite un peu moins, etc. Et puis, je ressens toujours le besoin d'y retourner à un moment donné. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Et donc, c'est pour ça que j'étais ravie de faire cet épisode sur le sujet. Du coup, pour te poser la question signature du podcast, pour toi, qu'est-ce que ça a changé à ta vie de pouvoir vivre avec des chiens, ce que tu n'avais pas pu faire quand tu étais plus petite, et qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien? Ouais, je pense que ça a changé toute ma vie. Alors déjà, ça a changé ma vie d'étudiante parce que j'ai oublié les grasses maths quand Vasco est arrivé, évidemment. Voilà. Ça, c'était les changements brutaux du démarrage. Au-delà de ça, en fait, c'est assez drôle quand je dis ça. Alors, je ne fais pas du tout d'anthropomorphisme, mais c'est même dans le sens inverse. C'est-à-dire que avoir eu mon premier chien, ça m'a bizarrement orientée dans ma manière d'être une maman humaine.
C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours été très bienveillante avec mes animaux. Ma manière d'être aussi avec mes enfants, elle est comme ça. C'est-à-dire que finalement, ça m'a aussi construite bizarrement dans ma manière d'être maman. Donc, c'est un peu bizarre comme sentiment et comme expression de dire ça, mais en fait, comme je n'ai jamais voulu être, entre guillemets, ne pas être dans la bienveillance avec mes chiens, du coup, j'ai naturellement été comme ça aussi avec les enfants. Donc ça, c'est assez drôle. Et puis, ça m'a vraiment orientée, en fait. Ils ont toujours été là dans ma vie, même dans ma vie pro. En fait, c'était un équilibre, clairement, entre ma vie pro et ma vie perso. Et puis, ils ont été là aussi, mes différents chiens, pendant mes grossesses, quand mes filles sont arrivées. Donc, bien sûr, avec des questions de comment on va s'organiser avec des bébés et des chiens, à faire très attention, etc. Mais ils ont toujours été très présents. Aujourd'hui, je suis très fière de voir l'œil que mes filles ont vis-à-vis du chien en général et de l'animal, le respect qu'elles ont et cet œil affûté de comment un chien agit, réagit, c'est super chouette de voir ça. Donc au quotidien aujourd'hui, ils nous apportent beaucoup de force, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'énergie. Beaucoup de questionnements aussi, en tout cas pour moi, parce qu'effectivement, j'aimerais bien être encore naïve parfois sur le comportement du chien et ne pas voir les subtilités certaines fois. J'aimerais bien, parce que ça me permettrait un peu aussi de débrancher mon cerveau. Et quand je vois un chien qui réagit bizarrement dans la rue, j'aimerais bien couper un peu mon cerveau de nos chiens heureux et revenir juste Marion, un peu plus naïve sur le sujet, mais voilà, ils nous font grandir, ils nous font, moi en tout cas, ils me guident beaucoup. C'est des vrais guides, mes chiens, aujourd'hui, dans ma vie, quoi, dans mes choix de vie, dans mes choix professionnels, dans même l'orientation que je donne à mon entreprise. C'est vraiment des guides. Génial, c'est trop beau. J'aime beaucoup ça. Et du coup, ça fait le lien avec les ressources. Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Juste avant de te poser la question, ce que tu viens de dire, moi, m'amène à un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, quand Charlie est arrivé, je crois, qui s'appelle « Mon chien, mon gourou » de Gilles Moutonnet. J'en avais déjà parlé sur le podcast et je crois que c'est une bonne introduction au sujet d'aujourd'hui, sur la méditation, à quel point nos chiens peuvent être des guides et peuvent nous permettre de nous reconnecter à l'instant présent. Voilà, je place ça là. Si ça vous intéresse d'aller le lire, j'en ferai peut-être un épisode sur la série Reco. Mais voilà, est-ce que toi, il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? J'aime beaucoup, peut-être que tu en as déjà parlé aussi sur la niche, le livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour les animaux. Ouais. Que j'invite à découvrir. Après, sur la pure pratique de la pleine conscience, comme je disais, il y a beaucoup d'applis, beaucoup d'audios qui existent. Donc, je pense qu'il faut un petit peu, entre guillemets, faire son marché pour trouver quelque chose qui correspond, qui nous correspond. Donc voilà. Après, il y a le Mentor Show, où il y a quand même pas mal d'interventions il y a notamment Christophe André, qui intervient, qu'on peut aussi écouter. Après, c'est payant, donc voilà, faut pouvoir financer, mais on peut trouver quand même pas mal de ressources gratuites. Après, on a notre ressource principale, c'est notre corps. Il faut écouter notre corps, prendre soin de lui, écouter ce qu'il nous dit, que moi j'ai pas fait avant mon burn-out. J'avais des douleurs dans le corps depuis des mois et il me parlait, mon corps. Donc je pense que quand on veut se mettre dans une démarche comme ça, à prendre soin de soi et à être plus conscient, il faut aussi écouter ce qu'il a à nous dire. Donc voilà. Donc en conseil, ce bouquin-là que je trouve bien, et puis après des ressources sur Internet de diverses sortes. Qu'on peut trouver ou gratuitement ou payantes, mais il y a beaucoup de ressources très riches là-dessus. Et puis il suffit, à certains moments de notre vie, on va avoir besoin d'une chose, à d'autres moments on va avoir besoin d'autre chose. Vous pouvez écouter des audios avec votre chien à côté, même si c'est pas orienté chien, c'est déjà super. Et puis surtout couper aussi, couper nos écrans, couper nos téléphones, couper tout ça pour se retrouver, en fait. Voilà. C'est clair. On a souvent tendance à vouloir
à oublier et à vouloir avoir du brouhaha permanent parce qu'on est entraîné au brouhaha permanent, et de juste se poser et discuter sans téléphone, sans écran, sans musique, etc. etc. Et je crois que c'est important de rester entraîné à ça, à juste le silence et nous, et percevoir un peu tout ce qu'il y a autour de nous. C'est chouette. Je partage complètement. Trop bien. Du coup, pour te poser les 2 dernières questions du podcast, de cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche dans un prochain épisode? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas encore passé ou qui serait déjà passé que tu aimerais entendre? Alors, je pense à quelqu'un. Après, je lui en ai pas parlé, donc je ne sais pas si elle serait d'accord, mais bon, c'est quelqu'un de très bien. C'est une personne qui est praticienne en shiatsu pour animaux. Okay. Donc on prévoit de faire une journée sur mon site, une journée où on va proposer un shiatsu aux chiens, et puis que moi je prenne en charge le binôme aussi sur une partie méditative. Donc c'est quelqu'un qui est très bien, c'est un jugement de dire très bien, mais voilà, en tout cas quelqu'un qui, je pense, pourrait apporter aussi une vision de l'animal en général assez intéressante. Donc elle pratique avec différents types d'animaux, hein, pas que les chiens, mais donc voilà, donc une praticienne en shiatsu. Okay. Comme j'en ai pas parlé, du coup je te donnerai son nom en off. Voilà. Après, moi je suis aussi très sensible dans l'accompagnement des enfants. Ouais. Ça, c'est ma casquette de maman. Et je ne pense pas que tu aies déjà fait appel à Chantal Hazard, qui est la créatrice du programme PECRAM. Yes. Yes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une vision de la pédagogie de l'enfant qui est très fine, hein, due à son parcours, et qui, entre guillemets, prêche la bonne parole auprès de beaucoup de personnes, parce qu'elle forme de nombreux intervenants. Et peut-être ça serait intéressant aussi d'avoir sa vision sur la place du chien dans les familles, sur les différentes choses qui se passent aujourd'hui sur le chien, enfin voilà, dans l'actualité, etc. Voilà, donc pareil, hein, je n'en ai pas parlé, mais en tout cas je cite Chantal. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu, Chantal Hazard, mais qui pourrait aussi apporter, je pense, des choses pour avoir un autre point de vue sur différents sujets, en tout cas dans le podcast. Carrément. Trop bien. Et ben, merci beaucoup pour ces recommandations. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient du coup suivre tes aventures, ton travail ? Donc, j'ai mon site internet, noschiensheureux.fr. Ensuite, donc ma page Facebook, c'est noschiensheureux79, et Instagram, c'est noschiensheureux. Voilà. Donc, c'est vrai que je publie assez régulièrement des choses. Donc là, le lancement du programme donc, qui s'appelle Méditachien. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ce nom. En fait, il m'est sorti comme ça. Et puis, c'est une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, qui est une amie, qui me dit « Marion, je pense que vraiment, tu devrais le déposer, ce nom, parce que c'est vrai qu'il est chouette et tout ça. » Donc, en même temps que j'ai déposé Nos Chiens Heureux, en fait, comme marque commerciale, j'ai déposé Méditachien. Donc, ça n'a pas une grande valeur de l'avoir déposé, mais c'était juste que, du coup, moi, ça me permet de mettre un mot, de mettre un nom, et puis derrière tout un tas de pratiques que je propose. Voilà. Donc le programme Méditachien en ligne. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marion. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos dont on a parlé là en barre d'infos de cet épisode. N'hésitez pas à les regarder. Merci beaucoup Marion pour cet épisode hyper enrichissant. Je crois qu'on aurait pu parler encore bien 1 ou 2 heures de plus du sujet. Mais voilà, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. Donc, un grand merci. Merci vraiment à toi de m'avoir donné cette opportunité. J'espère que ça aura ouvert un petit peu à cette pratique-là, qui est accessible à tous, gratuite, voilà, et puis qu'on peut faire avec n'importe quel chien. Donc j'espère que ça aura donné envie. Yes, trop cool. Et ben, merci beaucoup Marion, à bientôt, salut. À très bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Marion et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @noschiensheureux et @lanicheaventure.
Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!